nous est apparu utile de procéder, avant le débat en séance publique du mercredi 10 avril, à une audition des ministres en charge de l'organisation du grand débat national. Cette audition porte non pas spécifiquement sur les thèmes ou les conclusions du grand débat qui devront être restitués lundi matin et où les groupes ont été invités lequel je serai représenté parce que nous avons à Vienne une réunion des présidents de parlements nationaux. Dans le contexte actuel britannique, je pense que ma présence à Vienne ne sera pas totalement inutile si je crois les dossiers qui sont en préparation. Mais bien sûr, la méthodologie retenue, sachant que, naturellement, chacun des orateurs a totale liberté. La méthodologie retenue pour l'organisation du grand débat et l'analyse des contributions recueillies. Je vais donner la parole aux deux ministres en charge de l'organisation du débat pour un temps maîtrisé. Je donnerai ensuite la parole aux sénatrices et aux sénateurs inscrits par les groupes pour une série de questions-réponses dans des conditions analogues à ceux des débats interactifs que nous avons habituellement. Cette séance se déroulant dans les conditions classiques d'une audition, chacun s'exprime depuis sa place. Et je donne la parole immédiatement à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre en charge des collectivités territoriales. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, merci déjà au Sénat de nous accueillir ce matin et de s'intéresser effectivement aux organisations pratiques de ce grand débat national, ce qui me permet sans tarder de rentrer dans le vif du sujet, puisque bien sûr ce grand débat national est inédit par sa forme, son ampleur et son modèle. Donc il s'agissait pour nous de bâtir une méthodologie et même quelque part un peu de doctrine de fond qui peut être utile d'ailleurs dans notre vie démocratique. Peut-être un mot de genèse et 3 dates sur le grand débat national. Le 27 novembre dernier, c'est la première fois où le grand débat national est évoqué par le président de la République. Le 9 janvier dernier, c'est le moment où Emmanuel Vargon et moi-même sommes nommés suite au retrait de la CNDP. Et bien sûr, Monsieur le Président du Sénat, le 15 janvier dernier, c'est la lettre du président de la République, l'adresse à la nation, qui cadre le grand débat national, notamment avec les 4 thèmes que vous connaissez. L'organisation, comme je vous le disais, était inédite. Donc il fallait s'inspirer de ce qui pouvait exister, en tout cas s'y rapprocher le plus possible. Et pour nous, au fond, en tout cas, c'était une évidence pour les deux ministres en charge, le modèle existant le plus évident était bien sûr le modèle d'organisation des élections et des opérations électorales. Comparaison n'est pas raison, vous le verrez dans un instant, mais en tout cas, c'est le modèle qui nous semblait le plus légitime, dans la mesure où c'est l'État qui organise les opérations électorales. L'État et pas le gouvernement, même si ces derniers temps, la confusion entre les deux mots, malheureusement, est trop fréquente. Mais pour le coup, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge des opérations électorales, avec le corps préfectoral, mais aussi, bien sûr, les maires en tant qu'agents de l'État dans la commune, organisant, sur la base du code électoral, les opérations de consultation. Et donc, on s'est inspiré de ce modèle-là, un modèle, au fond, fondamentalement déconcentré dans l'organisation, reposant beaucoup sur les préfectures, mais reposant aussi beaucoup sur les élus locaux. On aura l'occasion d'y revenir. Pour poser un peu cette méthodologie d'organisation, il fallait poser quelques principes, comme on le ferait, là aussi, lorsque le législateur imagine des évolutions ou un modèle électoral. Le premier principe, c'était bien sûr la crédibilité, et notamment donc l'indépendance dans la manière de traiter les informations telles qu'elles remonteraient et telles qu'elles seraient données au peuple français dans son expression la plus libre dans le cadre du grand débat national. C'est bien sûr la question de l'indépendance, c'est le collège des garants, notamment des 5 garants, institué sous forme de décret du 31 janvier dernier, qui nomme 5 garants, 2 proposés par l'exécutif, 3 proposés par les 3 présidents d'Assemblée. Monsieur le Président du Sénat, vous avez choisi de nommer Pascal Perrineau comme garant. Ce collège des garants s'est réuni autant que de besoin, minimum toujours une fois par semaine avec les ministres. Ils ont procédé à un certain nombre d'auditions, d'opérations de contrôle et des recommandations que nous avons toujours suivies en tout point. Le deuxième grand principe, c'est un principe d'accessibilité. Il fallait bien sûr que ce grand débat national soit accessible non pas au plus grand nombre, mais à tous les Français.
que chaque Français, dans sa diversité de résidence géographique ou en fonction de ses capacités, bref, dans l'universalité des situations, puisse accéder à l'ensemble des outils pour s'exprimer. Bien sûr, la plateforme en ligne, qui a connu un grand succès, Emmanuel Vargon y reviendra. Les cahiers qui au début s'appelaient de doléances, puisque ce sont nos amis de la MRF, l'Association des maires ruraux de France, qui les avaient baptisés ainsi au plus fort de la crise au mois de décembre. Ensuite, ils se sont appelés cahiers citoyens, cahiers de contribution. Bref, chaque maire y a donné le nom qu'il souhaitait. Les réunions d'initiative locales, là aussi, avec différents types d'organisations. Les élus locaux, d'ailleurs, sont de grands organisateurs de celles-ci. Des stands, des conférences régionales citoyennes ou thématiques. Là aussi, Emmanuel Vargon y reviendra. Mais retenons un principe sur cette organisation, à part la plateforme, tout le reste est d'essence girondine parce que fondamentalement décentralisé et venant du terrain, puisque bien sûr, ce sont nos concitoyens qui ont tout organisé. Troisième grand principe, la mobilisation. Il fallait l'organiser. Ça explique aussi beaucoup la présence du président de la République dans le cadre de ces débats et les différentes réunions qui ont été organisées, puisque c'était inédit, donc il fallait aussi créer l'intérêt. Et puis bien sûr, le dernier grand principe, c'est une restitution la plus exhaustive, la plus sérieuse possible dans les différentes remontées. Alors ma comparaison s'arrête là, pour le coup, sur l'organisation de ce grand débat national. Mais ensuite, Monsieur le Président du Sénat, je pense que dans le cadre des questions-réponses, on aura l'occasion de revenir à la mobilisation territoriale, sujet qui, à mon avis, intéresse beaucoup le Sénat. Qui s'est exprimé, dans quelle région et sous quelle modalité? Mais je pense qu'il faut désormais s'intéresser à la nature des retours et à leur quantité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Emmanuelle Vargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. On est là sur un sujet plus vaste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. En complément des propos de Sébastien Lecornu, je vais maintenant vous présenter un petit peu plus précisément les grands dispositifs que nous avons mis en place pour faire vivre ce grand débat national, ainsi que la méthodologie que nous avons retenue pour mener une analyse exhaustive. Donc les principaux outils sont d'abord la plateforme granddébat.fr, Sébastien Lecornu en a parlé. Cette plateforme a été lancée sur Internet le 15 janvier. Elle a donné accès à des questionnaires sur 4 thèmes, les 4 thèmes mis au débat: transition écologique, démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques et organisation de l'État et des services publics. Ces questionnaires comprenaient des questions fermées et aussi des questions ouvertes permettant à nos concitoyens de nous faire part de leurs idées ou propositions. Cette plateforme a aussi permis de proposer des réunions d'initiative locale en se déclarant comme organisateur ou de trouver les réunions organisées au plus proche de chez soi. Ces fameuses réunions d'initiative locale, comme Sébastien Lecornu le disait, n'ont pas été organisées par l'État, mais bien par soit des élus, soit des citoyens, à moitié par des maires, à moitié par des associations ou par des particuliers, des lieux d'échange entre citoyens sur les thèmes mis au débat, mais pas seulement, puisque bien sûr tous les sujets ont été évoqués. Nous avons aussi créé des stands mobiles, un dispositif animé par près de 200 étudiants qui a permis d'aller à la rencontre des citoyens dans des lieux de passage du quotidien pour toucher des personnes moins familières du numérique ou qui ne se seraient pas spontanément déplacées pour des réunions. Ces stands mobiles ont été déployés dans tous les départements de France métropolitaine ainsi que dans les régions et départements d'outre-mer. Nous avons complété ce dispositif par des conférences nationales thématiques. 4 conférences nationales thématiques ont eu lieu sur chacun des 4 thèmes du débat, les 11 et 13 mars dernier, incluant 70 organisations invitées représentant les partenaires sociaux, des associations d'élus, les principales associations représentatives de la société civile. Ces conférences ont permis des groupes de travail et ont abouti à une 40aine de fiches thématiques de restitution. Les mêmes parties prenantes ont très largement participé aux travaux du CESE qui ont été présentés en présence du Premier ministre le 12 mars. Enfin, le dernier dispositif mis en place est celui des conférences citoyennes régionales. C'est un dispositif assez inédit dans son volume, avec peu d'expériences comparables à l'échelle internationale, puisque nous avons réuni des citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant une journée entière sous forme d'ateliers. Nous avons regroupé 1424 personnes les week-ends des 15, 16 et 22-23 mars, 21 conférences citoyennes, 13 dans des régions métropolitaines, 5 dans des départements d'outre-mer, 2 dans des collectivités d'outre-mer et une spécifique dédiée à la jeunesse.
Cette multiplicité de dispositifs nous a permis de relever le défi de la mobilisation de nos concitoyens. Quelques chiffres. Près de 2 millions de contributions individuelles sur la plateforme, venant de 506 333 contributeurs individuels, 10 134 réunions d'initiatives locales référencées sur la plateforme, regroupant une estimation d'environ 500 000 participants. Si on ajoute cette mobilisation à celle des contributeurs des cahiers citoyens, des stands mobiles et ceux qui ont écrit des courriers à la mission du Grand Débat, nous évaluons à environ 1,5 million de personnes, nos concitoyens qui ont participé directement à cet exercice démocratique. Face à cette matière foisonnante, il a fallu être également innovant dans la méthodologie de l'analyse. Nous avons travaillé sur ce point avec le Collège des garants et nous avons fixé 3 grands principes pour guider cette analyse. Transparence, exhaustivité et pluralité. L'ensemble des contributions libres a été envoyé à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui les a numérisées. Une fois numérisés, ces documents manuscrits ont été envoyés à des entreprises spécialisées pour être retranscrits dans un format numérique harmonisé qui permette l'analyse. Puis 3 prestataires ont été sélectionnés pour cette étape d'analyse. Opinionway, qui a traité toutes les données de la plateforme. Un consortium Roland Berger, Bluenov, Cognito, qui a traité toutes les contributions issues des cahiers et des courriers, et l'équipe de Res Publica de Mission Publique qui a fait la synthèse des conférences régionales citoyennes. Peut-être juste un point important, compte tenu de la masse des données collectées, il était bien sûr impératif de travailler avec les capacités de numérisation et les capacités d'intelligence artificielle et d'informatique. Néanmoins, l'analyse de ces contributions n'a pas été stricto sensu opérée par une intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine d'une équipe pluridisciplinaire qui a élaboré la cartographie, la grille des contributions, qui a après été nourrie par les outils informatiques. En conclusion, je dirais que ce grand débat a été très positif en matière tant au plan quantitatif qu'au plan qualitatif. Il a permis à nos concitoyens de s'exprimer, d'être écoutés, de parler de ce qui va et de ce qui va moins bien. Lundi prochain, cette parole sera restituée à nos concitoyens avant les débats qui se tiendront à l'Assemblée nationale mardi et au Sénat mercredi. S'ouvrira ensuite le temps des décisions. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors, dans la suite de nos débats, je rappelle que chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires, à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Vous avez maintenant totalement la maîtrise de ces débats interactifs. Pour ouvrir le débat, je donne la parole pour 2 minutes à notre collègue Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, républicain et socialiste et républicain. Ça suffira, Monsieur le Président. Et il parle de sa place. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans sa lettre aux Français, le Président de la République a défini l'objectif du grand débat. Je le cite, c'est bâtir un nouveau contrat pour la nation, structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. C'est une ambition qui est honorable. Par ailleurs, sous quelque forme que ce soit, il est toujours essentiel, sinon indispensable, de demander son avis aux citoyens, singulièrement dans une période de crise, et encore plus lorsqu'il s'agit de déterminer un avenir commun. La question d'aujourd'hui est fort à propos, puisque quelle est alors la méthodologie d'élaboration de ce nouveau contrat pour lequel un certain nombre de Français ont accepté de prendre du temps pour faire sens collectivement. Je n'aborderai ici qu'un point, celui des questionnaires en ligne. Au-delà du problème d'indépendance que pose leur élaboration par la mission interministérielle que vous pilotez tous les deux, de nombreux biais rendent les données presque inexploitables. La possibilité d'abord pour une même personne de répondre plusieurs fois à la même question. La méconnaissance ensuite des caractéristiques sociales et géographiques précises des répondants. L'exclusion de tout un champ des possibles des questions. L'exemple type, on demande quels impôts il faut baisser sans évoquer bien sûr les impôts qui pourraient être augmentés ou pour certains rétablis. Suivez mon regard. L'absence complète de sujets majeurs tels que celui du logement, grand absent du grand débat alors que les ménages y consacrent de 20 à 40% de leurs revenus. Les mauvaises modalités de réponse
Preuve en est, dans un ensemble de réponses, la surreprésentation des choix autres des répondants, jusqu'à 60% par exemple pour les mobilités alternatives. Quand on fait ce choix autre, ça veut dire tout simplement que les répondants ne se sont pas retrouvés dans les modalités qui étaient proposées. C'est ainsi que mon collègue et garant de ce débat, Pascal Perrineau, déclare globalement que sur ce débat, on ne pourra pas dire que les Français pensent que, etc. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans cette perspective, ma question est toute simple. Pour les questionnaires, il a été mis en avant qu'il ne s'agissait pas d'une enquête d'opinion, mais d'une consultation. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Pour le dire autrement, pourquoi avez-vous fait le choix d'une démarche non scientifique qui donne des données chiffrées, mais peu ou pas exploitables? Merci. Monsieur Lecornu. Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur Kerrouche. Bon, votre question déjà me permet de dire quelque chose déjà en introduction très clair et très fort. Un grand débat, ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas une enquête d'opinion à l'échelle de la nation avec un échantillon qui serait plus important. Et ça, c'est une conversation que nous avons déjà eue ensemble, monsieur le sénateur, puisque vous représentiez votre formation politique au comité de suivi politique. J'en ai pas parlé, mais il y avait également ce comité qui a rassemblé par 2 fois les différentes représentations des partis politiques représentés dans les 2 assemblées. Un grand débat, ce n'est pas une enquête d'opinion. Et donc, par définition, ma comparaison de tout à l'heure avec les élections s'arrêtait jusqu'à un certain point. Pour les élections, on compte le nombre de bulletins. Pour un sondage, notamment qualitatif, on va avoir une méthodologie d'analyse des verbatims des Français qu'on va redresser sur un certain nombre de critères que vous connaissez bien. Pour autant, là, il ne s'agit pas de faire ces redressements-là. On est là pour donner une photographie brute de ce qui s'est dit par les Français pendant plusieurs semaines. La deuxième des choses, les questions fermées, ne leur donnons pas plus de place qu'elles n'en méritent. Je le dis vraiment solennellement, on l'a dit plusieurs fois aux garants, et d'ailleurs c'est une de leurs décisions très claires. Les questions fermées, elles étaient surtout là pour amorcer le débat au début. Elles ont été souhaitées par l'organisateur et les organisateurs du grand débat national parce qu'elles permettaient de faire rentrer nos concitoyens dans une démarche où ensuite ils pouvaient contribuer très librement. Et vous le verrez lundi, lorsque nous organiserons cette restitution, que globalement, on n'accorde que très peu de place aux réponses aux questions fermées et on accorde énormément d'importance à la matière notamment qui revient des RIL, des réunions d'initiative locale, puisque c'est là où la parole s'est transformée fondamentalement en compte-rendu qui donne des choses, me semble-t-il, très intéressantes dans l'analyse du grand débat national. Troisième point, on va bien au-delà des 4 thèmes. Et vous le verrez lundi. On l'a déjà dit d'ailleurs publiquement dans les médias. Je crois que le président du Sénat a eu l'occasion déjà d'en échanger avec le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en lien avec les garants. On va bien au-delà des 4 thèmes qui sont restitués lundi. Merci. La parole est maintenant au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues. En d'autres circonstances, je ne doute pas que nous serions tous réjouis de voir nos concitoyens retrouver l'envie de débattre, œuvrer collectivement à améliorer la vie de chacun, s'approprier la chose publique pour redonner du lustre aux politiques. Néanmoins, et malgré le contexte exceptionnel que nous traversons, ainsi que les violences collatérales inacceptables que nous condamnons, le grand débat national a eu le grand mérite de redonner voix au chapitre à ceux qui n'osaient plus prendre la parole, par des intérêts, ignorance ou simplement sentiment de ne pas être écoutés. Comme mon groupe le dit depuis longtemps, quelles que soient les majorités, le besoin de proximité humaine n'a paradoxalement jamais été aussi indispensable dans nos sociétés hyper connectées où la technologie fait office de pensée magique. Pour notre part, nous saluons l'organisation des conférences régionales citoyennes qui ont nécessité, nous en avons conscience, une logistique particulièrement complexe dans des délais contraints. Nous attendons, bien sûr, que le Premier ministre nous livre lundi prochain une première synthèse de ces conférences avant notre débat plus solennel mercredi dans l'hémicycle. Madame la ministre, monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur l'organisation de ces conférences régionales et en particulier sur les modalités des tirages au sort effectués pour sélectionner des citoyens? Qui a procédé? Les profils statistiques qui en ont résulté? Les taux d'acceptation ou encore les raisons qui ont pu conduire à des refus de participation? Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. D'abord, je rejoins votre propos liminaire. On ne peut que se réjouir que les Français soient rentrés et accepter cette idée de débattre, participer à de nombreuses réunions et confronter leur point de vue dans ces 10 000 réunions locales et puis dans les conférences régionales citoyennes dont vous parlez.
Ces conférences régionales citoyennes ont regroupé 1424 personnes pendant 21 réunions, c'est-à-dire des conférences en moyenne entre 70 et 90 à 100 personnes. Nous les avons constituées sur la base du tirage au sort, ce qui est effectivement très différent du reste où chaque personne qui souhaitait participer à une réunion pouvait bien sûr le faire. Les modalités du tirage au sort ont été abondamment discutées avec le Collège des garants. Il y avait deux possibilités, tirage au sort sur liste électorale ou tirage au sort à partir des numéros de téléphone. Les garants nous ont proposé, en tout cas incité, à choisir les listes téléphoniques comme support du tirage au sort, considérant que ces listes étaient encore plus ouvertes que les listes électorales, puisque ceux de nos concitoyens qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales ou des personnes étrangères en situation régulière avaient ainsi la possibilité de participer à ces débats. Le panel a ensuite été redressé par Harris Interactive, le prestataire, pour que ces conférences régionales citoyennes soient composées de façon homogène en matière de sexe, d'âge, de catégories socio-professionnelles et de lieux de résidence à l'intérieur de la région. Le taux d'acceptation a été très similaire à ce qu'on trouve dans ce type d'opération, c'est-à-dire entre 1 et 2%. Entre les personnes qui sont appelées et celles qui acceptent de participer, sachant que nous avons choisi de défrayer les participants, mais pas de les indemniser du temps passé, considérant que c'était un exercice citoyen. En revanche, les personnes, une fois qu'elles ont accepté de participer, sont restées. Nous avons eu extrêmement peu de défaillances entre ceux qui étaient là au tout début de la conférence le vendredi soir jusqu'à la fin de la journée suivante, le samedi. Merci. Président Requier. Très bien. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Marie Mison pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, je tiens à saluer moi aussi le principe de cette consultation nationale qui apporte une très bonne source d'idées. Cependant, il ne faut pas la voir comme une étude d'opinion rigoureuse. Tout d'abord, la méthodologie de collecte polymorphe des informations ne permet pas d'avoir une représentativité. Ensuite, il a été fait le choix de questions qui orientent nécessairement les réponses. En effet, si des thèmes sont préchoisis, cela établit un premier filtre ou une censure indirecte qui limite l'émergence d'idées innovantes. Des experts vous diraient qu'ils n'avaient pas besoin de poser des questions vu que vous faites appel à l'intelligence artificielle pour traiter les réponses. Ils vous diraient aussi qu'un délai de 2 semaines est insensé parce qu'il faudrait plusieurs mois pour analyser rigoureusement ce qui ressort des contributions. J'ai donc envie de vous dire qu'il y a une différence majeure entre un travail d'analyse et un travail de quantification superficielle. Le risque est de trouver que ce que l'on cherche. Le grand débat ne peut pas se revendiquer comme représentatif de la population car la nature de la collecte sur la base du volontariat ne le permet pas. Il va nécessairement résulter différentes synthèses avec des degrés de représentativité différents. À mon sens, la forme de cette consultation offre une certaine souplesse au gouvernement parce que la représentativité est ambiguë. Soit la proposition va dans la direction de sa politique, et dans ce cas, il peut, à tort, la justifier au moyen du grand débat, soit l'idée se place à contre-courant de sa politique et il peut toujours expliquer que le manque de représentativité ne justifie pas un tel arbitrage. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de garde-fou face au biais de représentativité ? Pourquoi n'y a-t-il pas été décidé de réaliser des études d'opinion à grande échelle pour confronter les tendances issues des contributions qui répondaient par exemple aux questions fermées ? Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous nous faites un petit procès d'attention quand même dans cette question, puisque la restitution est pour lundi. Donc vous verrez un peu justement la nature de cette restitution. Et ça me permet de peut-être livrer quelques réflexions suite à votre propos. 4 thèmes sont choisis. Bien oui, ce sont les 4 thèmes sur lesquels le Président de la République met au débat le fait qu'il souhaite bouger politiquement, qu'il souhaite avoir une initiative politique. Beaucoup d'entre nous, dans cette salle, ont été maires, ou en tout cas à la tête d'exécutifs locaux. Lorsque vous menez une concertation locale avec nos concitoyens dans votre commune, à travers les conseils de quartier ou des réunions spécifiques sur un aménagement urbain quelconque, il y a toujours un objet. D'ailleurs, c'est cet objet qui déclenche le débat. Venez parler de tout et de n'importe quoi, ce n'est pas un grand débat ou ce n'est pas une consultation locale. Là, pour le coup, je fais bien volontiers la comparaison entre les consultations que nos collègues maires peuvent organiser dans leur territoire et les consultations que l'on peut faire au national. Sur l'intelligence artificielle, peut-être que d'autres questions permettront à Emmanuelle Wargon, qui est une grande experte de ces questions, d'y répondre, mais il y a toujours eu un traitement
humain dans le retraitement des données, cela va sans dire. La machine qui analyserait tout seul les données du grand débat et qui sortirait un rapport automatiquement, évidemment, ça n'existe pas. Et donc, les consortiums de Roland Berger, Opinionway, etc., sont autant de références d'expertise humaine, de politistes, de gens dont c'est le métier, qui savent analyser ces affaires-là. Je le redis, un grand débat, ce n'est pas une enquête opinion. Sinon, il fallait faire un gros marché public et lancer tous les cabinets de la place de Paris pour faire des sondages que vous connaissez déjà par ailleurs. C'est autre chose, un grand débat, c'est donner la parole aux Français, les permettre de les écouter, de les considérer, et donc, à un moment donné, de donner une photographie de ce qui s'est dit, non pas pour légitimer ou pas, d'ailleurs, une décision politique, mais aussi pour trouver des solutions et les entendre en la matière. Dernier point, en 10 secondes, la représentativité du grand débat est évidemment une question, mais comme elle l'est à chaque opération électorale, mesdames, messieurs les sénateurs, ça s'appelle l'abstentionnisme. Donc oui, de toutes les façons, par définition, il y a toujours un biais de subjectivité à l'expression démocratique. C'est le principe de la démocratie. Jean-Marie Bison. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Voyez-vous, en ce domaine, comme dans tant d'autres d'ailleurs, les conclusions ne valent que ce que valent les hypothèses. Les hypothèses de départ du grand débat étaient discutables, et bien sûr, les conclusions vous permettront de conclure ce que vous voudriez bien conclure. Oui, mais vous avez dit ce que vous vouliez dire, permettez-moi de dire ce que moi je veux dire. Et donc, la seule chose qui n'est pas changée en 10 secondes, Monsieur le Ministre, c'est que ce qui reste une constante de tous les instants, c'est qu'au début du débat comme à la fin, vos marges de manœuvre budgétaires, elles, sont maigres et plus que maigres. Merci. La parole est à notre collègue Dany Wattebled. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Les Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, représentante des quelques 162 000 grands électeurs, maires, adjoints, conseillers municipaux, notre Assemblée est le cœur battant des collectivités territoriales. À la suite des élections présidentielles, ces élus locaux ont été les oubliés de la République, recevant la leçon de l'Élysée et de Bercy, oubliant ce que réclament les Français, de la proximité. Mais depuis votre nomination, je dois reconnaître que d'une impression, je suis passé à la certitude que les choses évoluent. Ce débat aujourd'hui avec vous, sur la méthodologie du grand débat, me permet de mettre en avant le rôle fondamental des élus locaux dans sa bonne organisation. En effet, nombreux ont été les maires qui ont hésité au départ à organiser ces débats, mais force est de reconnaître qu'ils ont finalement été nombreux, partout en France, à jouer le jeu en participant à cette grande consultation nationale inédite. Ils l'ont fait, ils ont été des facilitateurs, sans ingérence politique ou idéologique, soit en disposant dans leur mairie des cahiers de doléances, soit en mettant à disposition des salles, soit en organisant eux-mêmes les débats. Au final, plus de la moitié de ces débats ont été organisés par ces élus locaux. Plus de 16 000 cahiers de doléances ont été remis au président de la République. Le rôle a donc été indispensable. Cela permet au gouvernement de récolter de nombreuses contributions, riches dans sa diversité, de nos territoires et de leurs habitants, et ainsi de faire des propositions qui reflèteront, j'espère, le mieux les attentes des Françaises et des Français. Ma question est la suivante. Quelles procédures spécifiques prévoyez-vous pour les informer des mesures retenues par le gouvernement, notamment en lien avec les cahiers de doléances qu'ils vous ont remis? Et comment comptez-vous traiter de façon spécifique les élus locaux dans les mois à venir pour préserver ce lien qui a été rétabli avec l'État? Monsieur Lecornu. Oui, merci beaucoup, monsieur le sénateur Wattebled. Bon, effectivement, grand électeur, je le suis moi-même, donc forcément, je n'ai pas de mal à me projeter. Peut-être quelques chiffres définitifs sur le rôle des maires et des élus locaux dans l'opération du grand débat national. C'est 5000 débats organisés par les élus locaux, c'est-à-dire la moitié. C'est absolument considérable. Et le chiffre définitif recensé par le corps préfectoral, c'est 16 132 communes dans lesquelles un cahier de contribution, de doléances, etc. ont été installés. 16 132 communes, territoire hexagonal, mais également territoire ultramarin. Donc effectivement, le pari initial, pour lequel je n'avais pas beaucoup de doutes étant élu local moi-même, mais le pari initial de faire ce grand débat national avec les élus locaux est un pari qui a complètement fonctionné. Et d'ailleurs, certains disaient au mois de décembre, monsieur le sénateur,
que les maires ne se mêleraient pas de cette affaire, que c'est le problème de l'État avec les concitoyens, que tout ça ne concerne pas les collectivités locales. Ben non, une fois de plus, l'État c'est nous tous, et les élus locaux, une fois de plus, sont largement répondu présents. À noter également le débat spécifique entre le président de la République et les maires, qui ont permis, à mon avis, de faire avancer, monsieur le président du Sénat, le dossier de la décentralisation avec ce que le président de la République a pu dire hier à Saint-Brieuc. Je crois que vous serez d'ailleurs vous-même dans le Morbihan dans les moments à venir. Donc là aussi, les choses avancent bien grâce à cet échange direct. Enfin, effectivement, on doit une restitution aux maires. Je pense qu'on le doit de deux manières. Les élus locaux ont été utiles au grand débat. Il faut désormais que le grand débat soit utile aux élus locaux. Avançons sur leur sujet. C'est tout ce que nous avons pu annoncer sur notre, etc. Nouvelle manière d'aborder les péréquations. Enfin, c'est le fond, mais ça, j'y travaillerai avec ma casquette de ministre des collectivités territoriales avec vous tous. Et puis, bien sûr aussi, c'est de remettre à disposition les cahiers tels qu'ils ont été justement installés dans les mairies. Et donc on va faire quelque chose qui est bien connu des élus, c'est tout simplement les remettre dans les archives départementales en lien avec les préfectures et les conseils départementaux. Comme ça, on gardera cette trace mémorielle, citoyenne, dans chacune des communes de France, dans chacun des départements de France. M. Wattebled. Oui, simplement rappeler qu'il est important de renvoyer vers les locaux qui ont fait le pas d'organiser ces débats, et surtout de répondre aux questions, qu'elles soient nationales ou locales, parce qu'il y a eu deux types de questions. Merci. La parole est à notre collègue Christine Bonfanti-Dossat pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous pourrez marteler autant que bon vous semble que vous avez obtenu les chiffres de la réussite. Il me semble que le succès n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que seulement 1% des personnes inscrites sur les listes électorales ont participé. Parce qu'on sait aujourd'hui que 9 personnes sur 10 refusent encore de participer à une conférence citoyenne. Parce que la représentativité territoriale n'a pas été équitable. Près de 1000 réunions ont été organisées dans les départements les plus urbains, comme Paris, le Nord, le Rhône, et seulement une vingtaine dans les territoires d'outre-mer, par exemple. Parce que ces réunions sont concentrées dans les zones urbaines et très peu dans les territoires ruraux. Or, ce sont précisément ces territoires qui sont à l'origine de la colère et du désespoir des Gilets jaunes. Et enfin, parce que les jeunes, pourtant concernés par des mesures d'avenir, ne s'y sont pas beaucoup intéressés. Au regard de cette participation, le grand débat a certes donné la possibilité de s'exprimer, ce que je salue, car cette expression est essentielle en démocratie. Toutefois, la rigueur l'est également. En dépit de ce que vous tentez de nous dire, cette expression n'est pas celle de tous les Français qui, dans leur écrasante majorité, ne s'y sont pas intéressés. Vous dites être désormais dans le temps des propositions et de l'action. Mais comment y croire encore quand le grand débat national a échoué à atteindre son objectif premier et politique, calmer le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, comment allez-vous prendre en compte le manque de représentativité de ce débat en résistant à la tentation de lui donner des allures de plébiscite ? Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. Une fois de plus, Madame la sénatrice, vous nous faites un procès d'attention sur le plébiscite. Enfin, je ne vois pas très bien ce qui peut laisser à penser cela dans nos propos de ce matin, ni d'ailleurs dans les propos d'Emmanuel Wargon de moi-même depuis plus de 3 mois que nous organisons le grand débat national, sauf à ce que ce soit bien sûr ce que vous voulez nous accoler comme image. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame la sénatrice ? Qu'il y a une crise de la démocratie, de la représentation en général ? La réponse est oui. Vous êtes conseiller départemental du Lot-et-Garonne, on peut regarder, comme je suis conseiller départemental de l'Eure, on peut regarder le taux de participation aux élections cantonales. Je pense qu'effectivement, il y a une crise de la représentation et une crise démocratique. Pascal Perrineau, garant désigné par le président du Sénat, est d'ailleurs un très bon connaisseur de cette crise démocratique. Bon, donc est-ce que le grand débat national permet de solutionner tout le problème de l'abstentionnisme ou de la crise de citoyenneté en l'espace de 2 mois ? La réponse est non. Pas vous dire autre chose. D'ailleurs, vous n'aurez jamais noté qu'Emmanuel Wargon, Premier ministre ou moi-même, nous soyons dans une autosatisfaction sur les chiffres que nous vous présentons. Je trouve juste que pour quelque chose qui n'a jamais été organisé, ce qui s'est passé est extraordinairement encourageant et intéressant. Et je pense qu'il faut tous s'en réjouir. Voilà, donc notre propos est fondamentalement positif. Et pardonnez-moi, mais factuellement, vous vous trompez. En tout cas, vous faites un contresens et l'occasion m'en est donnée de vous y répondre sur un point. C'est essentiellement la ruralité qui s'est exprimée dans le cadre du grand débat national.
comme d'ailleurs c'était essentiellement la ruralité qui s'est mobilisée également lors de la crise au mois de novembre et au mois de décembre dernier. Je vais vous donner un chiffre, il vous intéressera au Sénat, parce que vous êtes de bons connaisseurs de ces questions. Vous avez globalement 20% de plus en moyenne de réunions d'initiatives locales dans les ZRR, donc dans les zones de revitalisation rurale, là où spontanément, librement des réunions sont organisées. Vous en avez beaucoup plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Si on devait même résumer les choses, la ruralité s'est beaucoup plus exprimée que les quartiers politiques de la ville. C'est un fait et on en fera la démonstration lundi. Madame Bonfanti-Dossat. Oui, Monsieur le Ministre, j'entends tout ça, j'entends votre réponse. Moi, je veux simplement vous dire que j'accepte simplement l'augure que vous allez arriver à convaincre tous les Français que ce n'était pas seulement une opération de com'. La parole est maintenant au président François Patriat. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, merci. Lors de son lancement, ce grand débat a suscité beaucoup de... Lors de son lancement, ce grand débat a suscité beaucoup de doutes, beaucoup de critiques, beaucoup de railleries, et pourtant, et ça continue effectivement, je l'entends bien, je le remarque et je l'entends, et pourtant, 10 000 événements, et pourtant des milliers de Français se sont manifestés. Or, paradoxalement, ce ne sont pas toujours ceux qui disaient ne pas être entendus ou ne pas être écoutés qui se sont exprimés. Il y a eu de la part des Gilets jaunes, pas toujours une volonté de coopérer, de participer. Certains l'ont, mais ils ont été minoritaires. C'est donc plutôt l'ensemble des Français, et vous avez raison, Monsieur le Ministre, du milieu rural qui se sont beaucoup exprimés et qui ont fait remonter beaucoup de propositions. Il reste que ma question est un peu redondante avec celle de mon collègue Wattebled. L'engagement des élus locaux qui ont ouvert leur mairie afin que les Français soient en mesure de s'exprimer ont été nombreux. Ils ont participé, ils ont parfois anticipé et ils ont même innové. Le chef de l'État hier a évoqué, malgré qu'aient été définis 4 grands axes, qu'il y avait des absents dans ce débat. Je voudrais savoir d'abord s'ils sont apparus, notamment, est-ce que le chômage, qui est quand même la priorité principale des Français, a été évoqué dans ce débat. Des milliers de débats locaux ont eu lieu à travers le pays, étape inédite dans l'histoire de la démocratie. Alors ma question est la suivante. Comment entendez-vous, Madame, Monsieur le Ministre, contribuer à la poursuite de l'implication des élus locaux dans la consultation qui, à mon sens, ne doit pas cesser à l'aune et à la fin de la remontée de l'annonce de ce fin de débat, etc. Et quel sera, la double question, le rôle des garants futurs dans la poursuite du rendu de ce grand débat? Madame Bargon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, cher François Patriat, quand on parle de la participation, c'est évidemment difficile de trouver le bon comparateur, mais j'aimerais, en complément de ce qu'a dit Sébastien Lecornu, citer un chiffre qui est la participation des Français aux consultations sur l'Europe, qui est la dernière opération de consultation qui avait eu lieu avant ce grand débat. Et on évalue à peu près 70 000 personnes, le nombre de Français qui ont participé à ces consultations sur l'Europe, à mettre en regard aux 1,5 million de personnes qui ont participé au grand débat. Et comme Sébastien a eu l'occasion de le dire, c'était effectivement une expression très rurale, et puisque 98% des citoyens ont eu accès à une réunion d'initiative locale à moins de 15 minutes de chez eux, ce qui veut donc dire que toute la France a bien été couverte par les différentes modalités. Alors si les questions posées étaient autour de 4 thèmes, d'autres thèmes ont été présentés dans ce débat et dans ces discussions. Et c'est en particulier le consortium qui analyse les cahiers citoyens et qui analyse les réunions locales qui nous a dit, et nous l'avons déjà rendu public, que 4 autres thèmes ont émergé. Et dans ces 4 autres thèmes, cher François Patriat, la question de l'emploi, du chômage et des entreprises était fortement présente et ce sera restitué lundi parmi toute la matière. La poursuite de la participation des élus est évidemment très importante et parmi les questions posées par nos concitoyens, il y a le lien entre la démocratie représentative traditionnelle et la démocratie participative, démocratie directe ou délibérative, qui devra s'exercer à la fois au plan national et probablement au plan local, et on n'oppose pas du tout les deux. Quant aux garants, ils ont eu un rôle essentiel. Nous remercions, Monsieur le Président, de la nomination de Pascal Perrineau, qui a beaucoup contribué à l'élaboration du processus et qui nous a aidés. Les 5 garants auront l'occasion de s'exprimer lundi et rendront par la suite leurs conclusions. Et bien sûr, pourront continuer à travailler avec nous si cela est pertinent. Monsieur le Président Patriat, très bien. Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je vais essayer de rester sur l'objet de cette réunion, à savoir la méthodologie. Alors, c'est vrai que notre pays traverse des crises, dont une crise démocratique, mais comment analysez-vous la faible participation, pour ne pas dire la faible implication, dans leur diversité des jeunes dans ce débat national? C'est un public qui n'a pas les mêmes codes que ses aînés, mais qui pourtant a des exigences fortes pour son avenir, ne serait-ce que sur l'école ou l'emploi, mais aussi sur le climat. Comment donc expliquez-vous ce rendez-vous manqué, que j'élargis aux populations qui vivent en périphérie des grandes villes qu'on appelle les banlieues? Pourtant, ces populations ont aussi des exigences fortes, des revendications en matière de pouvoir d'achat, de santé, d'éducation, de justice fiscale, avec l'emblématique rétablissement de l'ISF, mais aussi sur des questions de transport. En résumé, des revendications qui portent sur les injustices et les inégalités qu'elles connaissent malheureusement bien. Donc, quelle est votre analyse de cette situation? À propos des contributions, si leur nombre est important, je crois qu'il faut souligner, pour amener les choses quand même à une plus juste proportion, qu'elles ont été déposées par 500 333 contributeurs et qu'à ce titre, on ne peut pas dire que les Français ont contribué à ce grand débat, mais que des Français ont contribué, c'est-à-dire environ 2 millions. Ensuite, selon une ex-ministre, si une personne devait analyser toutes les contributions, cela lui prendrait 4 ans et demi. Fort heureusement, nous sommes au XXIe siècle et des algorithmes vont se charger de cette analyse. Savez-vous quand, à part de grandes lignes que nous connaissons déjà, nous pourrons disposer de cette analyse? Enfin, je conclus par les conférences régionales. Alors, on nous dit qu'entre 8 à 9 personnes sur 10 ont rejeté l'invitation. Si on peut comprendre que des raisons personnelles et ou professionnelles peuvent expliquer cette situation, il n'en demeure pas moins que cela fait quand même beaucoup de refus. Et j'ai une question là, ne serait-ce pas parce que les personnes tirées au sort ne se sentaient pas assez informées sur la nature exacte de leur participation à ces conférences? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Vous avez raison d'attirer l'attention sur la participation des jeunes, parce que c'est une question qui nous a beaucoup intéressés, pour laquelle nous avons essayé d'aller chercher le plus de jeunes possible. Alors d'abord, sur la plateforme, nous n'avons pas les caractéristiques des personnes qui ont répondu. Donc dans les 500 000 personnes qui ont répondu, nous ne savons pas s'ils sont jeunes ou moins jeunes. La seule chose que nous savons, c'est d'où ils répondent, puisque pour s'inscrire, il fallait simplement donner un code postal, et par ailleurs, c'était purement déclaratif. En revanche, pour les réunions d'initiative locale, nous avons travaillé avec tout le milieu associatif pour aller susciter la participation des jeunes. Et nous avons eu une participation des jeunes dans les universités, dans les milieux d'éducation populaire, les jeunes en service public, en service civique, pardon. J'ai moi-même participé à quelques réunions de ce type et nous avons également monté une conférence régionale citoyenne dédiée aux jeunes, donc uniquement des jeunes tirés au sort entre 18 et 25 ans pour être sûr que la voix des jeunes s'exprimait dans ce débat. Sur le nombre de Français qui ont participé, je crois que finalement nous disons la même chose. Nous allons restituer la parole de Français, pas la parole de la totalité des Français. La totalité des Français ne s'est pas exprimée, pas plus que la totalité des Français ne s'exprime au moment des élections. Néanmoins, nous avons une masse significative de paroles dans des canaux très divers qui nous permettront, je pense, de lutter contre les biais inhérents à chacun des canaux. Enfin, oui, la matière est importante et c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé plusieurs équipes pour l'analyse et la première restitution qui aura lieu dès lundi. La restitution exhaustive de la totalité de la matière, celle qui n'aura pas pu être traitée d'ici lundi, aura lieu d'ici les prochaines semaines, probablement courant du mois de mai, mais nous aurons une masse critique plus que suffisante pour pouvoir dégager les orientations de ces paroles de français dès lundi. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Pemezec pour le groupe Les Républicains. Pardon. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre. D'abord, Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure des maires représentants de l'État. Les maires sont surtout les représentants des citoyens. Ils sont le cœur vivant de la démocratie.
Ne l'oublions pas. Alors on est au terme de 2 mois et demi d'un grand coup de communication qui a occupé tout le champ médiatique durant la semaine, alors que les Gilets jaunes, eux, occupaient le terrain le temps du week-end. 2 mondes qui, d'ailleurs, ne se sont pas vraiment rencontrés malgré la mobilisation des maires, qui ont été appelés, il faut bien le dire, à la rescousse pour sauver le gouvernement, et dont l'exécutif redécouvrait soudain l'existence et l'utilité. Des maires qui, 3 mois plus tôt, étaient le plus souvent méprisés, quelquefois vilipendés par le pouvoir, et qui, tout à coup, se retrouvent parés de toutes les vertus parce qu'ils pouvaient être utiles pour servir la cause de l'Élysée. Alors, plusieurs questions me taraudent. Le grand débat est officiellement terminé depuis le 15 mars, et pourtant le grand barnum continue. Le président de la République va encore à la rencontre des élus de Bretagne et de Corse. Monsieur Macron ne serait-il pas en train de mener sa campagne des européennes? Ma deuxième question: comment comptez-vous vous y prendre pour répondre aux principales revendications des Français, le pouvoir d'achat et la baisse de la pression fiscale? Car si vous voulez redistribuer du pouvoir d'achat, est-ce qu'il ne conviendrait pas d'arrêter d'inventer chaque jour de nouvelles taxes? Est-ce qu'il ne conviendrait pas de commencer par supprimer ces 1244 agences qui couvrent quand même un périmètre de 100 milliards d'euros, plutôt que en permanence vouloir obstinément faire la peau des communes, obsession de notre technostructure, dont il faudra peut-être un jour s'occuper aussi, depuis un certain nombre d'années. Alors, ces agences qui s'occupent de tout et de rien, et dans lesquelles s'est dilué le pouvoir des élus et des politiques en général, quelquefois, c'est vrai, avec leur complicité inconsciente. Dernière question. Le Premier ministre a annoncé mardi que le gouvernement allait proposer des solutions puissantes, comme si de belles paroles allaient combler des années d'impuissance de l'État. Comment l'État ventripotent pourra-t-il financer de nouvelles promesses sans s'imposer une cure sévère d'amaigrissement? Et si l'État... Faut conclure. Et si l'État, tout simplement, Monsieur le Ministre, en venait à l'acte 3 de la décentralisation, mais en redonnant aux territoires toutes leurs responsabilités? Mais y êtes-vous prêt? Monsieur Le Cornu. Oui, c'est pour moi, comme, évidemment. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Pemezec, bon, nous nous connaissons bien et depuis longtemps. Bon, déjà, si on est un peu rigoureux, les maires sont les deux. Ils sont agents de l'État dans la commune et chefs de leur exécutif, collectivité territoriale. Je pense que c'est bien de le dire. Ils ne sont pas plus l'un que l'autre. Ils sont avant tout l'élu de proximité, cher au cœur de nos concitoyens. Mais les maires, pardon, et je l'ai été, sont très attachés aussi à ce rôle de représentant de l'État dans la commune qui leur confère beaucoup de pouvoir. 2, redécouvrir les maires. Oui, bon, c'est un procès d'attention un peu facile qui nous est fait. J'ai pas le sentiment, quand même, enfin, oui, le ministre en charge des collectivités territoriales devant vous a été et maire et président du conseil départemental. Donc le procès du hors-sol, je veux bien l'entendre, mais une fois de plus, respectons-nous aussi dans nos parcours respectifs. Je pense que ça sera, à mon avis, très bien comme cela. D'ailleurs, puisque vous parlez de faire la peau aux communes, je crois que s'il y a bien quelque chose que le grand débat a réhabilité, c'est la place de la commune. Ça, pour le tout, il était temps. Et ça fait des années que ça dure. Et d'ailleurs, certaines lois que j'ai combattues quand j'étais élu local, j'aurais bien aimé justement qu'on les combatte encore davantage, puisqu'elles ont abîmé la commune, notamment, je pense, aux grandes intercommunalités issues de la loi NOTRe. Donc moi aussi, j'ai des vérités à dire sur le sujet. Et donc, oui, monsieur le sénateur Pemezec, nous sommes amenés à avancer sur la décentralisation. Je pense que c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très important, sur lequel le président de la République hier s'y est engagé, mais désormais le dossier est ouvert. Il va falloir écrire un certain nombre de choses. Quant à la tournée du président de la République, je pense que au nombre du maire qu'il a rencontré, c'est davantage une campagne sénatoriale qu'il est en train de faire qu'une campagne des européennes. Donc, pour le coup, blague à part, cette tournée des maires, elle était annoncée, rappelez-vous, lors de la rencontre du président de la République avec les 2000 maires à l'Élysée pendant le congrès des maires. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le grand débat national, il y aurait eu de toutes les manières cette rencontre directe avec les maires. Et je l'ai dit publiquement, et ça me permettra de conclure, Monsieur le Président, ces rencontres avec le président de la République et les maires vont continuer au-delà même du grand débat national par la suite, ne serait-ce que pour travailler, Monsieur le Président, sur la décentralisation. La parole est maintenant à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre.
En moyenne, les intelligences artificielles font beaucoup moins d'erreurs, mais elles font des erreurs que ne feraient jamais les humains. Ces mots de Rand Dindi prennent aujourd'hui une acuité tout à fait particulière. En effet, il faut bien prendre conscience que des paramètres de ces algorithmes dépendent de la synthèse et la présentation qui en seront faites. Et c'est en ce sens que les algorithmes utilisés et leur traitement revêtent donc un enjeu démocratique majeur. Dans le cadre de cette réunion, bienvenue, sur la méthodologie du grand débat, je crois qu'il est fondamental que notre Assemblée s'assure que ce qui va déterminer la présentation et les conclusions de cette consultation ne dénature pas la pensée et les idées exprimées. D'ailleurs, il aurait été plus intéressant, voire même logique, que ce débat se déroule en amont de la consultation et que la représentation nationale puisse être informée de la définition de la méthodologie retenue. C'est une question de considération à l'égard des citoyens qui ont pris part à cette démarche. Cet exercice d'expression citoyenne serait en effet réduit à néant s'il s'avérait que la synthèse qui en est issue, à distinguer de la lecture politique, bien sûr, et des propositions que feront le gouvernement, est partiale, orientée et incomplète. C'est une affaire de confiance dans l'ensemble du processus du grand débat et singulièrement sur les suites à y donner. Cette confiance ne peut se décréter et s'agissant du traitement algorithmique, il passe par l'application de 3 principes. L'exhaustivité. Les algorithmes et mécanismes d'intelligence artificielle doivent traiter toutes les contributions déposées. La conformité, ils doivent rester fidèles à l'esprit et à la lettre de ces contributions et éviter tout contresens. Sur ce point, il s'avère important qu'ils reconnaissent et saisissent, vraiment j'appuie sur ce point, les nuances que certaines expressions en langue française peuvent donc forcément avoir parce qu'elles peuvent recourir des suggestions très différentes. La transparence, permettre à tout à chacun de comprendre et donc de contrôler le fonctionnement des algorithmes en ouvrant la boîte noire, autrement dit, les rendre intelligibles afin de garantir leur acceptabilité par la société. Les algorithmes doivent respecter un principe chapeau, celui de loyauté dégagé par la CNIL au cours d'un débat sur les enjeux éthiques des algorithmes. Tout algorithme, qu'il traite ou non des données personnelles, doit être loyal envers ses utilisateurs. L'intérêt des utilisateurs, en l'occurrence des citoyens, doit primer. 3 questions. Les algorithmes, qui conditionnent la synthèse du grand débat sont-ils loyaux? La transparence est-elle garantie? Et quel est le degré d'intervention humaine au cours du processus de restitution? Merci, Monsieur le Président. Madame Wargon. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, merci pour cette question qui est absolument centrale parce que nous partageons la nécessité de faire montre de la considération nécessaire et du respect nécessaire pour la parole de tous ceux qui se sont exprimés pendant ce grand débat. Cette question des modalités d'analyse nous a beaucoup occupés sous le contrôle et avec l'aide très précieuse du Collège des garants. Nous avons cité Pascal Perrineau tout à l'heure, mais j'aimerais aussi citer l'implication d'Isabelle Falque-Pierrotin qui a dirigé la CNIL pendant de nombreuses années et qui est évidemment extrêmement sensible à toutes les questions que vous mentionnez. Je voudrais vous rassurer sur un point. La manière dont les propositions sont organisées, donc la manière dont cette matière sera restituée, est définie par de l'intelligence humaine. C'est donc à partir d'un corpus de propositions, d'un échantillon de premières propositions, que la grille d'analyse a été faite uniquement par les personnes des différents consortiums qui travaillent avec nous. Une fois cette grille faite, elle a été présentée aux garants et les garants ont souhaité que l'INRIA nous aide à challenger cette méthode pour vérifier que cette méthode était loyale précisément à la parole des Français. Sur cette base, donc sur la base de ces propositions structurées, ensuite seulement l'intelligence artificielle regroupe les différents éléments des différentes prises de parole dans leurs différentes formes pour répondre aux 2 principes que vous mentionnez par ailleurs, l'exhaustivité et la transparence. Je peux donc vous rassurer, l'exhaustivité de la parole sera traitée et affectée à ces différentes propositions. Nous traiterons chacune des propositions, des mentions qui auront été faites dans le grand débat. Je voudrais aussi vous rassurer sur la transparence. La méthodologie sera rendue publique dès lundi. Elle sera mise en ligne et dans une version plus succincte, puis dans une version détaillée. Et enfin, la totalité des données sera placée en open data, ce qui permettra aux équipes de chercheurs qui se sont déjà manifestées, je pense notamment à des équipes du CNRS, de pouvoir contribuer aussi à cette analyse. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Philippe Dominati pour les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre.
Tout d'abord, faire un débat sur la méthodologie à la fin de 3 mois de débat laisse un peu perplexe. On n'aborde pas aujourd'hui le fond, ça ressemble plus à une séance de justification. Toujours est-il que les Français ont contraint l'exécutif à aborder d'une manière précipitée un certain nombre de choses et de problèmes. Et ce n'est pas donner la parole aux Français parce que, en matière budgétaire, rien n'était prévu. Le gouvernement n'avait pas prévu le coût du grand débat dans le budget de cette année, ou très peu. Et il y a un coût. Évidemment, un coût pour les citoyens, pour les commerçants, pour les ouvriers, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre éventuellement dans leur activité. Lorsque les villes sont mortes les week-ends, ça a évidemment un impact économique. C'est un coût pour les collectivités. Vous avez souligné qu'il y avait plus de 5000 collectivités qui avaient organisé des débats. Et puis, c'est un coût pour l'État. Alors, je ne parle pas du coût politique, je ne parle pas de la rallonge budgétaire, je parle tout simplement de la charge pour l'État. Les déplacements, 15 réunions du chef de l'État dans différents territoires, les forces de sécurité, les bâtiments, les préfectures, la sollicitation des préfectures. On se demande quelle est l'activité normale d'une préfecture, puisqu'il faut aller solliciter sur le terrain les maires. L'informatique, 1 900 000 réponses. Alors, comment sont traitées ces 1 900 000 réponses? Quels moyens informatiques? Le coût pour le budget de l'État, initialement, c'était 4 millions d'euros. Je pense que la somme a triplé, elle est passée à 12 millions d'euros. Ça n'a rien à voir probablement avec ce que tous les citoyens vivent, avec ce que tous les élus vivent quotidiennement avec ce grand débat. Je voudrais connaître le coût réel de ce débat pour l'État et pas le coût caché que l'on découvrira peut-être plus tard avec des prestataires de services. On découvrira des factures. J'aimerais savoir quel est le coût réel, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Sénateur Dominati, séance justificative, nous sommes à la disposition du Parlement. Hein, donc, non, mais je sais, pour bien connaître les Dominati, je sais que le goût du débat et de la démocratie participative chez vous, non mais je le dis avec vraiment bienveillance, ne me faites pas je connais bien la famille Dominati, je sais que vous êtes attentif à ces questions-là, donc en l'occurrence, pardon, mais il fallait déjà l'imaginer avant de rendre compte. C'est ce que je disais quand même à titre liminaire. Une fois de plus, je remercierai jamais assez le Collège des Garants de nous avoir accompagnés sur ce cheminement-là, qui n'était pas si évident que cela. Et Pascal Perrineau, une fois de plus, mérite d'être salué une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous vous rendons compte, à l'initiative non seulement du président du Sénat, mais si j'ai bien tout compris, de l'ensemble des présidents des groupes politiques de cette Assemblée. Cette Assemblée, justement, le coût du grand débat, nous avions estimé le coût global entre 10 et 15 millions d'euros. On va être globalement à 12 millions d'euros, répartis comme suit, 6,2 millions d'euros pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, 3,1 millions d'euros pour les services du Premier ministre, notamment le SIG, et 1,7 million d'euros pour le ministère de l'Économie et des Finances, l'ensemble des autres dépenses étant imputées sur les différents postes, notamment le ministère de l'Intérieur, etc. 12 millions d'euros, c'est le coût de la démocratie. Une présidentielle, c'est 250 millions d'euros. Moi, sur ce débat, sur l'argent, je suis prudent. Parce que moi, je suis attaché au bicamérisme, par exemple. Donc, celles et ceux qui pointent du doigt le coût du Sénat ou des sénateurs, je défends le Sénat et les sénateurs en disant que cette Chambre est utile. Donc, les débats sur le coût du grand débat me semblent intéressants, mais justement, ils sont à mettre en perspective de ce que coûte la démocratie. Et pour moi, la démocratie, monsieur le sénateur, n'a pas de prix. Monsieur Dominati. Malheureusement, Monsieur le Ministre, mais peut-être qu'il aurait fallu que ce soit le ministre des Finances, je ne suis pas du tout convaincu par la réponse, parce que tout le monde se rend compte que le coût est extrêmement plus important pour l'État que les chiffres que vous annoncez, ne serait-ce que le traitement d'informatique de 1 900 000 données. Je crains que nous trouvions des coûts cachés et des prestataires de services extérieurs, et que dans quelques temps, nous aurons... Monsieur Bonnecarrère, pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez dû participer à plusieurs grands débats, je l'ai fait avec intérêt. Mon constat très rapide, un besoin évident d'expression. Plus de 60 réunions dans mon département, un vrai succès avec beaucoup de participants et pas forcément lié à la taille de la commune. J'ai plutôt eu le sentiment inverse, plus de participants quand les communes étaient plus modestes. Le sérieux des prises de parole, bien sûr, il y en a qui sont polémiques, mais globalement sérieux. J'ai vu des gens qui avaient préparé en famille leurs questions.
la lourdeur des interpellations. Je ne vous cache pas que dans ce type d'exercice, il y a de vraies remises en cause de notre part, avec quelquefois la difficulté d'expliquer, même quand on pense bien connaître les sujets, et plus généralement un problème évident de pédagogie. J'ai été quand même frappé par le fait que nos concitoyens connaissaient mal, Monsieur le Président, nos institutions, notre système politique, et je dois le dire de manière peut-être un petit peu plus rude, même notre histoire. L'interférence aussi des réseaux sociaux. J'ai vu des personnes lire sur leur mobile des textes avec quelquefois des énormités, des choses ahurissantes. Et j'en tire la conséquence, mais beaucoup d'autres éléments nous amènent aussi en ce sens, que la vraie interrogation qu'on a aujourd'hui dans notre vie politique, c'est indiscutablement cette interférence, cette omniprésence des réseaux sociaux et la manière de faire de la politique aujourd'hui en France est en train de changer à une vitesse grand V. Pour aller à ma question, elle est uniquement sur la question, je dirais, de la sociologie. Est-ce que votre méthodologie vous permettra de nous donner quelques enseignements sociologiques ? Est-ce que le grand débat a permis d'éviter l'effet de ce que j'appelle toujours les mêmes ? On sait bien dans nos communes, quand on organise des réunions de quartier, ce sont très souvent les mêmes personnes qui participent et qui prennent la parole. Et finalement, est-ce que le grand débat a ou non permis à des personnes qui ne prennent jamais la parole de la prendre ? J'ai essayé dans mon département de faire cette petite analyse. Honnêtement, je n'ai pas su en tirer de conclusions ou de conséquences. Et ma question, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, est finalement très simple. Est-ce que votre méthodologie nous permettra de savoir ou non si dans cette prise de parole, il y a celle de ceux qui ne la prennent d'habitude jamais ? Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Peut-être deux éléments de réponse à votre question. Le premier, c'est que c'est la multiplication des outils qui nous donne une chance d'avoir des participants différents de ceux que vous appelez toujours les mêmes et qui effectivement étaient l'une des questions posées. Je salue l'engagement des concitoyens dans le Tarn, dans votre département, avec 83 réunions locales et 319 cahiers. Le fait d'avoir des réunions locales, des cahiers, mais aussi des stands, une plateforme Internet et des conférences régionales avec des citoyens tirés au sort permet d'éviter un peu ce biais d'avoir toujours les mêmes. Pour avoir, moi aussi, rencontré beaucoup de maires qui ont organisé des réunions, pour avoir participé à 25 réunions du grand débat, j'ai aussi entendu des élus ou des associations me disant « là, on ne voit pas les mêmes ». On a des gens qu'on ne voyait jamais. Dans les conférences régionales citoyennes, là où des citoyens étaient tirés au sort, les 2/3, environ, un petit peu moins des 2/3, 60%, ont déclaré au moment de l'entrée dans ces conférences régionales citoyennes qu'ils n'avaient pas participé aux autres modalités du grand débat. Le tirage au sort a donc permis d'aller chercher des gens qui s'étaient tenus éloignés de ce moment de démocratie participative. Après, j'ai ressenti la même chose que vous, à la fois en matière de défiance vis-à-vis des dirigeants publics, tout type de dirigeants confondus, à l'exclusion des maires d'ailleurs, qui sont les élus reconnus. Mais dès qu'on s'éloigne des maires, les dirigeants, que ce soit le gouvernement, les hauts fonctionnaires ou certains autres élus, ont vraiment été très largement remis en cause, avec une très forte, finalement, méconnaissance de ce qui est fait, de comment c'est fait, des textes qui régissent actuellement notre République et de l'organisation du service public. Donc la question est peut-être autant autour de la pédagogie que de la transparence, du rendu compte, au-delà du rendu compte du grand débat lui-même, qui sera un moment démocratique très important. La nécessité de mieux rendre compte est sûrement un élément qui sortira de ce débat. Merci. La parole est à notre collègue Anne Chain-Larché pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, après ce grand débat censé placer les Français et les élus au centre de vos préoccupations, mais qui a surtout tenté de replacer le Président de la République en avant de la scène, l'attente est forte, les moyens faibles et la suspicion existe. L'enjeu est d'être à la hauteur de ce contrat moral placé et pris avec les Français. Il est également d'analyser, de synthétiser et de restituer fidèlement cette masse d'informations que, semble-t-il, le Collège des garants est en train d'organiser. Je dis bien fidèlement et je dis toutes ces informations, sans quoi les Français se sentiraient à juste titre trahis.
Malgré les progrès de l'informatique et le développement de l'intelligence artificielle, chacun sait bien que la machine, aussi puissante soit-elle, ne prend en compte que ce que ses paramètres ont prévu. Aussi, des mots-clés seront-ils prédéfinis? Comment pouvons-nous être sûrs que certains sujets ne seront pas oubliés ou, pire, discrètement éclipsés? Comment ne pas craindre que les instructions nuisent à la restitution fidèle des contributions des Français? À l'heure de la généralisation des fake news et autres manipulations, quelles garanties pouvez-vous nous donner pour assurer l'incontestable neutralité et l'entière fidélité de la restitution de ce grand débat? Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, nous partageons vraiment la même obsession de pouvoir restituer l'exhaustivité de la parole des Français qui ont participé à ce grand débat. Et la question de savoir quelle méthode nous prenons a été une question très prenante pendant toute cette période de coélaboration sous l'égide du Collège des Garants. Je voudrais vous redire que le référentiel de restitution, c'est-à-dire la manière dont on va structurer les propositions issues de toutes ces contributions, n'a pas été fait par une intelligence artificielle. Il a été fait pour chacun des corpus par les équipes qui, à partir d'un échantillon significatif, assez large des premières contributions, des premières prises de parole, ont structuré les sujets, les thèmes, les sous-thèmes jusqu'aux propositions qui ont été proposées par les Français. C'est cette matière et la manière dont nous organisons ensuite la restitution, sachant que même les sujets qui reviennent moins seront également restitués. Nous aurons la totalité des propositions telles qu'elles sont issues des verbatims des Français, que ces verbatims viennent du site, des cahiers ou des réunions d'initiatives locales. Nous n'avons donc pas travaillé d'abord par mots-clés en allant chercher une sorte de vérification que ces mots-clés étaient présents. Nous avons travaillé à partir d'un échantillon en regroupant progressivement toutes les propositions et tous les verbatims pour faire masse de tout ça et proposer une grille de lecture avec des propositions structurées. Par ailleurs, toute cette méthodologie sera bien évidemment rendue publique, les données seront placées en open data, tous les chercheurs qui le souhaitent et de nombreuses équipes nous ont sollicités pourront challenger la manière dont cela a été fait. Et enfin, le fait d'avoir 3 prestataires qui travaillent sur 3 corpus différents permet aussi de croiser cette parole entre les différentes sources et donc de trouver des liens, des choses qui se corroborent ou des choses qui éventuellement sont un peu différentes. Merci, Madame Chalarché. Oui, Madame la Ministre, je crois qu'il faut se poser une question. Si la méthodologie et la garantie de la probité du Collège des Garants avaient été connues dès le début de ce débat, peut-être aurait-elle mobilisé un peu plus de 1% des Français. Merci. La parole est à notre collègue Michel Meunier pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les ministres, notre collègue Éric Kerrouche a rappelé en ce début d'audition les intentions du président de la République à l'annonce de ce grand débat national dans sa lettre aux Françaises et aux Français. Pourtant, voici ce que l'on a vu. Une opération interminable, un exercice de communication et une version Canada Dry du débat public. Ces écueils ont conduit en creux à des réserves chez ceux qui en sont les garants. Le débat public à la française ne sort pas grandi. Nos concitoyennes et nos concitoyens, tout comme leurs élus, sont attachés à une consultation codifiée, ouverte, libre et à distance du pouvoir. Imagine-t-on le maire, porteur de projet, prendre la parole à chaque permanence des commissaires enquêteurs? Pourtant, dans ce grand débat national, on retiendra la campagne électorale permanente du président de la République qui s'est offert une tribune politique plutôt qu'un temps d'écoute des concitoyens. Monopole de la parole, infantilisation de ses interlocuteurs trop souvent. Les garants du grand débat national ont pointé du doigt cette attitude, je cite, « susceptible de perturber la poursuite d'un débat neutre et impartial ». Faute de calendrier de restitution, le débat devient une opération sans fin qui dissimule mal ses véritables objectifs. Maurice Thorez disait qu'il fallait savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue. Quelle satisfaction Emmanuel Macron attend-il pour clore ce débat? Les garants ont exigé une restitution, je cite encore, sous la forme d'une pluralité de synthèses.
Nous partageons cette exigence et ne sommes pas vraiment rassurés d'apprendre que la haute administration de l'État accédera à la primeur des conclusions avant la représentation nationale dès le 8 avril. Alors, Madame et Messieurs les ministres, pouvez-vous nous rassurer sur la place du Parlement dans ce débat et surtout dans sa restitution? Je vous remercie. Monsieur Lecornu. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, il y a beaucoup de contradictions, Madame la sénatrice, dans votre question, si je puis me permettre. Non, mais déjà, il y a ce qui relève de la politique, je le respecte. Ici, nous sommes dans un temple de la démocratie, donc vous avez vos opinions, j'ai les miennes. Mais on ne peut pas parler d'opérations interminables ou de débat Canada Dry. Ou alors, on frise un peu avec un début de commencement de déconsidération pour les Françaises et les Français qui sont exprimés dans le cadre du grand débat national. Non, mais je le dis avec solennité, parce que je pense fondamentalement que nos concitoyens sont intelligents et qu'ils méritent le respect. Et donc, tout le débat qui consistera à dire que les méthodologies, etc. Non, la méthodologie, elle est suivie par les garants, je vais y revenir dans un instant, mais moi je fais fondamentalement confiance à l'intelligence des Français. Et s'ils se sont mobilisés, mine de rien, et malgré tout, largement dans le cadre de ce grand débat national, c'est parce que, bien évidemment, il y avait une aspiration profonde de ce peuple, de notre peuple, très politique, à s'exprimer. Donc moi je fais partie de ceux qui... assez tocquevillien, pour citer une référence chère au président Bas, fondamentalement fait confiance aux Français. Deux, les recommandations des garants seront suivies et ont été suivies. Et vous le verrez lundi à la restitution, il y aura bien une multitude de restitutions, notamment en fonction des supports. Le sénateur Pemezec ne peut pas reprocher la technocratie de notre pays d'un côté et nous reprocher que de demander au directeur d'administration centrale de ce pays d'être présent lundi pour entendre la restitution de la parole des Français. Il faut qu'on soit aussi cohérent. Et d'ailleurs, il y aura non seulement les hauts fonctionnaires patrons d'administration centrale, mais le Parlement, comme le président du Sénat l'a indiqué dans l'introduction de cette commission, Madame la sénatrice, sera complètement non seulement associé à la restitution, tous les bureaux des deux assemblées ont été invités, et en plus, les orateurs d'aujourd'hui le sont également ou le seront également. Ensuite, évidemment que la démocratie représentative auquel nous sommes tous très attachés va reprendre son droit. C'est l'objet d'ailleurs du débat qui sera organisé la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le grand débat national n'est pas là pour écarter la démocratie représentative. Merci. La parole est à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme tout un chacun, je me félicite que cette réunion sur la méthodologie du grand débat ait lieu, même si je regrette qu'il ait fallu que le Sénat la demande. La bonne logique voudrait que le gouvernement ait anticipé et communiqué clairement sur la méthode avant de lancer le processus, et je ne paraphraserai pas à mon ami Philippe Dominati sur ce sujet, il a été très clair. Force est de reconnaître que ce grand débat a été lancé dans l'urgence et l'improvisation pour tenter de répondre à la colère des Français. Mais mieux vaut tard que jamais, alors maintenant discourons de la méthode. Le pouvoir d'achat arrive en haut des priorités des Français. C'est ce que laissent apparaître en tout cas les enquêtes d'opinion. Un Français sur 3 demande en priorité la réindexation des retraites sur l'inflation. 32% des Français considèrent urgente la baisse de la TVA sur certaines catégories de produits. L'augmentation du salaire minimum figure en 3e position des priorités exprimées. Et le 11 mars dernier, Monsieur Lecornu, vous indiquiez que les questions d'immigration, de santé et d'éducation ressortaient également des cahiers de doléances. On constate une divergence entre les thèmes chers au président et ceux qui, spontanément, préoccupent nos concitoyens. Comment ces préoccupations nouvelles vont être traitées? Seront-elles prises en compte au même niveau que les thèmes officiels? Vous est-il possible de garantir une analyse équitable de ces contributions, ce qui impose de sortir du cadre préétabli par le président de la République? Et très concrètement, comment répondez-vous à ces Français très nombreux qui sont restés éloignés de cette consultation et a fortiori des thèmes imposés? Merci beaucoup. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, je voudrais vraiment réagir sur la méthodologie parce que je ne voudrais pas que nous soyons en présence d'un procès d'intention ici. Nous avons travaillé sous le contrôle du collège de 5 garants extrêmement expérimentés pour trouver la méthodologie qui nous permette de respecter les principes dont nous avons déjà parlé, l'exhaustivité, la transparence, la pluralité des synthèses. Nous avons eu l'occasion de le dire déjà précédemment, 4 thèmes complémentaires ont émergé du grand débat dans l'analyse des contributions dites libres, c'est-à-dire des cahiers et des réunions d'initiative locale. Et c'est heureux puisque la parole est libre dans notre pays. Nos concitoyens se sont exprimés exactement sur les sujets sur lesquels
lesquels ils avaient eu envie de s'exprimer. Ces 4 thèmes complémentaires sont le pouvoir d'achat, l'emploi, l'entreprise, la santé, la solidarité et l'intégration, et l'éducation. Bien évidemment, ces thèmes, à la hauteur de l'expression, seront restitués. Et je crois que ce serait vraiment faire un mauvais procès de penser que nous ne restituerions qu'une partie de la parole. Les points que vous avez évoqués sont néanmoins parmi les thèmes que le président de la République a souhaité proposer au débat, puisque la fiscalité est bien une question, et les dépenses publiques est bien une question qui a été posée par le président de la République. Et il se trouve que c'est le premier thème, numériquement, qui ressort en particulier de la plateforme. Vous voyez bien que nous avons une cohérence dans les questions qui ont été posées, dans les expressions de nos concitoyens. Cette restitution aura lieu, elle aura lieu de façon loyale, conforme, exhaustive et transparente. Elle aura lieu lundi, bien sûr après viendra le temps des décisions. Monsieur Perrin. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais juste vous inviter à ne pas oublier que ceux qui sont les plus nombreux sont ceux qui ne se sont pas exprimés. Et qu'il ne faudra surtout pas les oublier. Ils ne se sont pas exprimés parce que peut-être ils sont résignés. En tout cas, de ce que moi j'entends dans les communes où je vais, ils considèrent qu'ils n'auront qu'une chose à faire, c'est payer. Et donc je crois qu'il ne faudra pas les oublier dans la restitution que vous faites, parce que ce sont eux qui sont extrêmement majoritaires, cette majorité silencieuse. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous avez remarqué, vous le savez vous-même, cet exercice est extrêmement dangereux. On a parlé de ceux qui s'étaient exprimés, on a parlé de ceux qui ne s'étaient pas exprimés. Moi, je voudrais parler d'un de ceux qui s'est exprimé, et en l'occurrence, le président de la République. Il n'y a que lui qu'on a oublié. Il a fait preuve d'une énergie que personne ne peut contester. Il a même parfois forcé l'admiration. Et il a parlé, il a beaucoup parlé. J'ai un peu ce défaut parfois aussi. Et lorsqu'on parle beaucoup, parfois, on peut peut-être aller trop vite dans les propos. Est-ce que vous avez prévu, dans cet atterrissage délicat de ce gros avion qu'est ce que vous avez nommé le débat, qui était plus d'ailleurs question-réponse, l'analyse des propos du président de la République? Parce que quand on parle beaucoup, parfois, et peut-être pour avoir la paix dans la salle, il a pris un certain nombre d'engagements, il a fait un certain nombre d'ouvertures. J'ai quelques exemples que je ne prendrai peut-être pas ici parce que ça pourrait ressembler à la défense de certains dossiers que je suis, comme par exemple... Et vous riez, mais c'est pas celui-là que je vais prendre, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais prendre celui, par exemple, des dossiers pénitentiaires. Il y a une maire qui lui a posé une question. Je ne vais pas citer les lieux, parce que mon département est d'ailleurs concerné. Donc j'ai aussitôt écrit au président de la République. Je me suis dit, nous voici sauvés. Et j'ai eu une réponse très rapide, je dois l'admettre. Dans une langue, dans un français parfait, puisé dans nos régions forestières, du directeur de cabinet de l'Élysée, et qui me renvoie tout simplement à Madame Belloubet et à Monsieur Lecornu. J'ai une grande confiance en Monsieur Lecornu, je connais moins Madame Belloubet, mais j'ai échangé avec elle, et elle m'a dit que je pouvais circuler, qu'il n'y avait rien à voir. J'ai consulté également le cabinet du Premier ministre. Vitesse maintenant. Il m'a donné à peu près la même réponse. Donc, mon inquiétude, c'est de savoir toutes ces ouvertures qu'a pu faire tout au long du débat le président de la République. Comment allez-vous les analyser? Comment allez-vous en tenir compte? Monsieur Lecornu. Monsieur le Président, heureux de retrouver mon ami le sénateur Michel Raison en grande forme ce matin. Tous les jours comme ça, je crois, oui. J'ai moins l'occasion de le voir, donc je peux m'en rendre compte. Non, plusieurs choses. Un, moi, je pense que l'engagement du président de la République dans le grand débat était absolument essentiel. Pourquoi demander à des concitoyens de se mobiliser si le chef de l'État lui-même ne donne pas toute sa force, toute sa place et tout ce poids au grand débat national? Je sais qu'il y a quelques agitations parfois politiques sur le sujet. Moi, je reste persuadé que les Français ne seraient pas mobilisés si le président de la République ne s'était pas mobilisé lui-même. J'en suis infiniment persuadé. Deux, ces réunions de travail avec
les élus locaux. On ne peut pas passer d'une situation où on veut accrocher la pancarte au président de la République d'un président hors sol, qui ne connaîtrait pas bien les dossiers de province, etc., à une situation, et ce n'est pas ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, mais d'autres l'ont dit, à une situation dans laquelle on lui aurait reproché de trop le faire. Et je le redis ici, ces rendez-vous de travail, d'une forme ou d'une autre, avec les maires de France, vont continuer tout au long du quinquennat. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous le ferons en Corse pour terminer le tour des régions, mais nous continuerons de le faire. 2, sur l'organisation au sein de l'exécutif, puisque votre question est une question d'art d'exécution. Oui, nous reprenons l'ensemble des échanges entre le président de la République et les maires de France, pratiquement, je crois, 85 heures, ou peut-être un peu moins, parce qu'il y a des débats qui ne sont pas qu'avec les maires, et nous listons l'ensemble des dossiers locaux. Parfois, souvent, certains sont redondants, toutes les questions liées à la DGF, qui a d'ailleurs été notifiée hier au soir aux collectivités territoriales, les questions liées aux assouplissements de la loi NOTRe, enfin, il y a beaucoup de questions qui intéressent le Parlement, puis après, il y a les questions très territoriales. Et donc là, on a un groupe de travail interministériel, les différents ministères, mon cabinet d'ailleurs est largement à la manœuvre sur le sujet, en lien avec les différents ministères concernés, Matignon, et bien sûr le corps préfectoral, pour s'assurer d'un suivi précis de tout ce qui a pu être évoqué avec le président de la République. Mais moi, je suis bien évidemment toujours preneur des relances des parlementaires que nous traitons toujours dans les meilleurs délais. En tout cas, nous y efforçons. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, nous en avons fini avec cette audition. Je voulais vous remercier d'avoir été très nombreux et remercier madame et monsieur le ministre et vous rappeler que nous retrouverons en séance publique le 10 avril à 16h30 pour une déclaration du gouvernement suivie d'un débat relatif à ce grand débat national en application de l'article 50-1 de notre Constitution. Chaque groupe s'exprimera par la voix d'un orateur, puis une séance de 31 questions-réponses. Je vous remercie. L'audition est levée.